Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Bienvenue dans notre épisode d'aujourd'hui où j'ai l'occasion de recevoir une artiste talentueuse et inspirante, Nicole Kobi. Nicole est franco-congolaise et connue pour ses illustrations puissantes des femmes noires modernes. Elle est aussi une entrepreneure, fondatrice des studios Nicole Kobi et de la marque Nikki's Groove. Et maintenant, Nicole fait un pas en avant dans le monde littéraire en publiant son premier roman illustré, Les Noires parisiennes, qui raconte le parcours d'une jeune styliste noire congolaise et parisienne qui s'appelle Zola, qui est en quête d'identité. Zola est confrontée dans ce parcours à beaucoup d'obstacles. Elle est accompagnée par ses copines, elles aussi issues d'origines diverses. Elle est accompagnée également par sa famille, notamment sa grand-mère maternelle, Mama Coco, avec qui elle a un lien très fort. Le lecteur suit Zola dans cette quête de la France au Congo, Kinshasa, en passant par le Sénégal, l'Afrique du Sud. Le roman Les Noires parisiennes est publié aux éditions Fleuve et est sorti en novembre 2022. Nicole Kobi a également été mise en avant pour son travail All Occasion Box Cards par Candy Burrow sur Amazon Live pendant le Black History Month en 2022. Et l'une de ses illustrations a été accrochée au mur d'un médecin dans la célèbre série télévisée Grey's Anatomy de Shonda Rhimes. Alors sans plus tarder, rejoignons Nicole pour en savoir plus sur son travail incroyable et son parcours inspirant. Bonjour Nicole. Bonjour, merci de m'avoir aujourd'hui avec vous. C'est un réel plaisir de vous recevoir. J'attendais ce moment avec impatience parce que je vous suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà. Et comme je vous disais, j'ai connu votre travail grâce aux réseaux sociaux parce que je cherchais des images qui représentaient des jeunes femmes noires qui me ressemblent dans le monde moderne d'aujourd'hui et elles étaient très rares. Et quand je suis tombée sur vos illustrations, j'étais subjuguée. Je suis tombée vraiment amoureuse de vos illustrations. Merci. Donc, bravo pour ce travail. Aujourd'hui, je vous reçois par rapport à votre livre, Les Noires parisiennes. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans le podcast. Mais avant toute chose, je voudrais savoir qui se cache derrière cette talentueuse illustratrice. Déjà, est-ce que la petite présentation que j'ai faite est complète ou alors il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Alors, j'aime pas parler de moi ou faire ma biographie, tout ça, ou peu importe, mais vous avez dit l'essentiel, que je suis illustratrice, je suis entrepreneur, je fais plein de choses. Et effectivement, je suis aussi la fondatrice des studios Nicole Kobi, qui sera un studio pas que de dessin, mais surtout un studio d'animation qui est basé donc en Afrique et en Afrique du Sud exactement. Quoi d'autre? Oui, après, je pense que les réseaux sociaux relatent un petit peu ce que je fais. Je me rends compte que c'est parce que voilà, je passe moins de temps aussi sur les réseaux sociaux, mais effectivement, vous avez bien relaté à 80% qui je suis et ce que je fais. Alors, vous êtes née en France, si j'ai bien lu votre biographie. Pas du tout. Je suis née à Kinshasa. Ah, d'accord, ok. Kinshasa, Zaïre. Et vous avez par contre grandi en France? Venue en France très petite. J'ai fait toute ma scolarité en France, en Normandie exactement. Et à 18 ans, je crois 19 ans, 18 ans, je suis venue à Paris. Donc, j'allais dire, je suis montée à Paris, comme on a tendance à dire. On monte à Paris quand on vient de province pour pouvoir continuer mes études. Donc, effectivement, donc, je ne suis pas née en France, je suis née à Kinshasa. Super. Mais ça ressemble beaucoup un peu aux origines de Zola, qui est la protagoniste de votre livre. Elle aussi, elle est née au Congo et elle est venue toute petite en France. Est-ce que vous vous êtes inspiré un peu de votre propre histoire pour ce personnage? Moi, je ne sais pas faire autrement. Je ne dessine que ce que je connais, ce que j'aime. Pour un premier livre, du moins, je n'ai écrit que ce que je connaissais. Et effectivement, je me suis inspirée un tout petit peu de moi, vraiment un petit peu.
mais aussi beaucoup de gens que j'ai connus dans ma vie, des gens qui m'entourent au quotidien. Donc, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, ce livre. Il y a un peu d'inspiration un peu partout et beaucoup d'imaginaire. À quel âge vous avez commencé à dessiner? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris de manière technique à l'école ou alors ça a été vraiment spontané? Je pense que ça a toujours été spontané. Aussi loin que je me souvienne, je dois avoir 7, 8 ans, peut-être 6 ans, en classe de, je sais plus, CP, CE1. En Normandie, c'était classe double. Donc, du coup, la prof, par exemple, nous demandait de faire des dessins de notre voisin et que je dessinais simplement. Et puis, finalement, tout le monde venait autour en disant, waouh, finalement, elle dessine super bien. Venez voir ce que Nicole, elle a fait. Et puis, je me suis vraiment rendu compte très petite que j'aimais bien tout ce qui était assemblage de couleurs, tout ce qui était lié au dessin, tout ce qui était lié à l'art. Pour moi, ça me donnait beaucoup de joie. Donc, le dessin, c'est un truc inné, en fait, finalement. J'ai toujours, dès que je voulais faire quelque chose, je prenais le crayon. Vraiment, aussi loin que je me souvienne, ça a été même dessiné par terre, dessiné sur les magazines. Je me rappelle que je changeais énormément les visages des femmes dans les magazines qu'on avait chez moi. Les Amina, à l'époque, dans les années 80, 90, c'était en noir et blanc. Donc, moi, j'avais tendance à les recoiffer en leur faisant des afros, en changeant le maquillage, en changeant la tenue. Donc, ça, c'était déjà c'est quelque chose que j'aimais énormément faire. Ça me donnait énormément de joie de rechanger les visages de ces femmes, de les maquiller. Alors dessiner, franchement, pour moi, c'était toujours une petite bulle, comme je me retrouvais dans une petite bulle à chaque fois que je dessinais, une bulle qui me fait toujours du bien, en fait. Donc le dessin, c'est inné, c'est en moi. Mais vous n'avez pas commencé de manière professionnelle le dessin assez tôt. Êtes-vous arrivé à le faire de manière professionnelle? Parce que c'est une chose d'aimer dessiner, hein, mais c'est une autre de dire, OK, maintenant je vais gagner ma vie grâce à ma passion. Alors moi, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le dessin. Donc pas le dessin, mais dans l'art, quelque chose de créatif. J'ai étudié l'histoire de l'art. Même au lycée, j'étais dans un lycée où j'étais dans une option qui était littéraire, mais avec des plasticiens, spécialement pour les plasticiens et les musiciens. Donc du coup, je faisais beaucoup de dessins déjà au lycée. Au collège, déjà, les professeurs, c'est un peu eux qui me dirigeaient vers des options, des lycées spécifiques donc de dessin. Alors par la suite, j'ai pas pu effectivement, j'aurais voulu aller aux Beaux-Arts. Moi, c'était vraiment ça, je voulais aller aux Beaux-Arts, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que je suis arrivée à Paris et puis voilà, les circonstances de la vie. En réalité, je ne savais pas que faire. C'est-à-dire que on était moins renseignés dans les années 2000, on avait moins d'informations, il y avait le CIDJ, mais il fallait y aller. Donc je sais que je voulais travailler dans le milieu du dessin, de la créativité, mais je ne savais pas quoi faire. Et je me rappelle toujours de cette prof qui me disait, ah ouais, mais restez pas en France. De toute façon, en France, soit vous allez finir prof de dessin, soit vous allez rien faire de ça. Et d'autres qui me disaient, ah bah, vous dessinez des femmes noires, bah, faut laisser tomber tout de suite. Donc, en fait, j'ai été très vite découragée. Et en plus, quand on a 18, 19, 20 ans, 21 ans, on sait pas trop quoi faire. Et si on n'a pas, moi, je sais que mon père m'avait toujours motivée dans le dessin parce qu'il a toujours vu que je faisais du dessin. Mais quand je suis arrivée sur Paris, il était un peu moins sur moi. Donc, du coup, j'étais un peu perdue. Ensuite, j'ai dû travailler. Il fallait que je travaille, hein, parce qu'après, j'ai pas pu continuer parce que je savais pas. En fait, j'étais un peu découragée. Je vous cache pas que avec tout ce qu'on reçoit comme retour négatif, que ce soit des professeurs, que ce soit les autres élèves, parce que même les autres élèves, ils changent de filiale. Enfin, on savait pas quoi faire. Je pense qu'il y avait vraiment un manque d'information à ce niveau-là. Et du coup, moi, je me suis arrêtée. Je me suis reformée en banque et assurance parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Donc très tôt, à l'âge de 24 ans, peut-être 25 ans, je sais plus, je suis rentrée en banque assurance et j'ai travaillé jusqu'à mes 33 ans. Donc pendant pratiquement 10 ans, en sachant que j'ai toujours un peu le regard tourné vers l'art. Ce qui s'est passé, c'est que je regardais un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux parce que je tenais des blogs, des choses comme ça. Et à l'époque, c'était des blogs. Et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui faisaient ce métier de dessinateur en tant que professionnels, qui gagnaient leur vie apparemment. Et j'ai jamais pensé en faire un métier. Je me suis dit, bon, bah, je veux aussi, comme j'ai un blog et j'ai pas spécialement envie de me montrer, tout ce que je sais faire en réalité, c'est les dessins. Et comme en même temps, à mes 32 ans, je crois, je suis tombée enceinte de ma fille. Et j'ai été arrêtée pendant très tôt, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire si je dois rester 1 an, voire 2 ans à la maison pour m'occuper de l'enfant? Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire quelque chose qui me plaît. Et j'avais déjà remarqué que même un petit peu avant, je commençais déjà à dessiner beaucoup au travail, en fait. Je passais beaucoup de temps à dessiner. Je passais plus de temps à dessiner qu'à travailler, d'ailleurs, ce qui embêtait beaucoup ma société. Donc, du coup, je m'enfermais vraiment. J'étais vraiment comme si c'était quelque chose qui me poussait, quoi. Je dessinais toute la journée. Je disais, mais qu'est-ce que je vais en faire? J'ai essayé de reprendre des études, on m'a découragée. J'ai envoyé mon dossier dans des écoles, on m'a pas voulu de moi. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais faire ça pour moi-même. Je vais dessiner et je vais poster ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai ouvert un blog qui était Nikki's Groove. Et à partir de là, j'ai commencé à poster mes dessins au quotidien. En plus, il fallait que je réapprenne à dessiner vraiment sur tout ce qui est informatique, puisque j'avais pas appris ça à l'école. Moi, j'avais dessiné sur un crayon, un papier. Et voilà. Donc, à partir de là, je commence à poster un petit peu. Il y a Instagram qui s'ouvre et tout le monde m'en parle. Je dis, j'ai pas envie de poster forcément des photos de moi, comme je disais. Donc, du coup, je commence à poster mes dessins petit à petit.
Et en fait, tout est venu de là. Et comment j'ai vraiment basculé dans le côté professionnel, c'est parce que les gens me réclamaient des choses en me disant où est-ce on peut acheter ce tableau, est-ce qu'on peut l'avoir sur un t-shirt, sur des mugs. Et donc à partir de là, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, je comprends pas ce qu'ils me demandent. Et je me suis dit bon, bah écoutez, au début je les offrais gratuitement, j'envoyais les dessins gratuitement. Il y a des gens qui m'appelaient on veut un logo, ah oui pas de souci, gratuit. J'envoyais tout gratuitement. Puis finalement je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai travail derrière en fait. C'est-à-dire que notamment quand c'est des gens qui étaient à l'étranger, il fallait acheter tout ce qu'il fallait pour envoyer, fallait commander les produits, le papier, il y avait tout un vrai travail. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais pas le faire gratuitement. Je vais commencer à mettre des tarifs. Donc, on a commencé très bas. Et à partir de là, je me suis dit, ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Très rapidement, l'année que j'ai passée à la maison, quand je suis restée 2 ans, pratiquement 3 ans à la maison pour m'occuper de ma dernière. Et ensuite, au bout des 2 ans, je me disais, je ne me vois pas retourner au bureau. Et même avant, je me suis dit, jamais je me vois retourner au bureau. Il faut que je fasse en sorte que ce métier devienne mon métier. C'était vraiment genre, j'avais manifesté ce besoin, j'avais manifesté cette envie, j'avais cette envie au fond de moi et finalement la vie a fait que je me mette en auto-entrepreneur, que je crée ma société, que je devienne autosuffisante. Donc c'est un peu comme ça que je suis devenue professionnelle. Ah, mais ça, c'est génial. Donc, ça veut dire que si vous n'aviez pas fait le pas d'aller sur le terrain, vous n'aurez peut-être jamais vu les opportunités qu'il y avait là-dehors pour vous. Parce que, en fin de compte, ce sont les gens qui vous ont montré un peu les différentes possibilités en vous demandant des images sur des mugs, sur des vêtements, ou bien sûr des tableaux, des choses comme ça. Votre travail est très caractérisé par les images des femmes noires. Pourquoi ce choix-là de mettre au centre de votre travail la femme noire? Pour moi, c'était très logique et comme j'ai dit, j'ai toujours dessiné des femmes noires parce que déjà d'une part, je suis une femme noire et d'autre part, je suis toujours intéressée par les blogs, le blogging, les informations qu'on a sur les réseaux sociaux et la plupart des personnes qui étaient sur les blogs qui faisaient la même chose que moi, bah, par exemple les asiatiques, elles dessinaient des femmes asiatiques, les blanches dessinaient des femmes blanches, les arabes dessinaient des femmes arabes. À chaque fois, j'allais vers elles en leur disant est-ce que vous pouvez me faire un dessin d'une femme noire? En même temps, ça ne leur parle pas, c'est normal, elles ne le faisaient pas. Et le peu de fois qu'elle faisait ça, c'était très vulgaire, c'était pas du tout représentatif de moi, des gens qui étaient autour de moi, de mes copines, de ma famille. Donc du coup, moi, je me suis dit bon, bah écoute, au lieu de demander, je vais le faire moi-même. Et en plus, j'habitais à Paris, j'avais envie de faire un peu faire du blogging, mais qui me représente, qui relate un peu ma vie, la vie de mes amis, les gens autour de moi. Donc pourquoi la femme noire? Parce que je pense que déjà d'une part, il y avait un manque de représentation, et d'autre part, quand on laissait les autres nous représenter, ça ne nous représentait jamais tel qu'on était. Et ensuite, on se plaignait. J'ai pas envie de laisser les autres avoir la narrative sur la femme noire à Paris. Donc du coup, je me suis dit, bah, j'en suis une, je peux en parler, et c'est de là que c'est parti. Et voilà pourquoi je pense qu'il est important que je sais pas si on est un footballeur, bah c'est bien que ça soit. S'il a envie de parler de football, il serait peut-être mieux placé. Si j'étais une danseuse, si je parlais de la danse, je serais. Alors moi, je suis une femme noire qui habite à Paris, ça allait de soi. Puis, au final, je trouve ça un peu presque irrespectueux si demain je me mettais à parler, par exemple, des femmes qui ne sont pas comme moi. Je pense que faut leur laisser la place. Parfois, quand je vois mes enfants montrent certains dessins des livres qu'ils ont d'école, quand on représente les Noirs, bah, c'est toujours un peu d'une façon bizarre. Donc, du coup, en fait, c'est l'image qu'ils ont de nous. Et moi, je sais l'image que j'ai des femmes noires. Et je sais que c'est la vraie image. Je peux pas la fausser, en fait. Moi, si je dessine une femme, disons, une caucasienne, j'aurais tendance à faire peut-être avec un trop long nez, trop pincé, alors qu'on a dit, bah non, pas du tout. J'en sais rien. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est bon pour moi. Et je ne sais pas faire. Je pense qu'il y a assez de monde pour ça. Et du coup, je pense qu'il faut laisser une place aussi aux Noirs, même si parfois ils se rendent pas compte, et en France encore moins, qu'il est important de représenter qui on est et notre communauté, ne pas laisser les autres toujours écrire notre histoire, représenter qui on est. Ensuite, on va insulter que le dessinateur de Tintin au Congo est raciste, alors que non, le monsieur, c'est vraiment l'image qu'il a des Noirs. Hein. Il n'a pas nécessairement une intention mauvaise quand il fait le dessin, Non. Parce que lui, il a une représentation qui est différente de la nôtre dans son imaginaire. Non, c'est même pas son imaginaire, c'est l'imaginaire de la société dans laquelle il vivait à cette époque-là. Vous voyez, moi je sais qu'en regardant les dessins de Tintin au Congo aujourd'hui, même si j'ai jamais lu le livre et que ça m'intéresse pas en fait, mais quand je regarde, je vois que Tintin en fait parfois il a la manière dont il est représenté. Quand je vois certaines personnes, je me dis ah ouais c'est vraiment caricatural, mais nous on s'en rend pas compte. Hein. Tintin il a un nez comme ça et c'est vrai qu'il y a des gens qui ressemblent à ça, mais c'est pas tout non plus tous les Belges ou tous les Européens qui ressemblent à ça. Donc après, alors les Noirs c'est vraiment une caricature vraiment raciste à l'extrême, c'est-à-dire que vraiment à cette époque-là ils voyaient les Noirs tous pareils, hein, une tête ronde noire avec des grosses lèvres roses et puis je sais pas si les autres traits c'était quoi, peut-être avec une peau de banane, alors qu'au Congo à cette époque-là tout le monde se baladait pas en peau de banane et même si enfin voilà, donc c'est un peu ça. Vous êtes parti pour les États-Unis, notamment à New York. Est-ce que dans l'approche artistique et dans la représentation, vous voyez une différence aux États-Unis par rapport à la France? C'est-à-dire
une approche d'eux. Est-ce que la perception de la femme noire dans le domaine artistique, ou alors la représentation de la femme noire, elle est différente? Je pense qu'en réalité, les Noirs, en général, on a le même souci un peu partout, je pense. Ça dépend toujours de qui représente la femme noire et dans quel pays on est, par exemple. Moi, je regarde un peu ce que font les Asiatiques. Et les Asiatiques, en réalité, les mangas, par exemple, quand je regarde des mangas avec mes enfants, je me rends compte que, par exemple, ils vont représenter un manga lambda, ils vont le peindre en noir, hein. Parfois, ils vont faire un peu des lèvres pulpeuses, mais ils y vont pas trop. La représentation de la femme noire, que ce soit en France ou aux États-Unis, dépend de qui la représente. Les États-Unis sont très centrés sur eux-mêmes. À 90%, ils représentent des choses de leur quotidien. C'est-à-dire que quand je dis de leur quotidien, bah, s'ils doivent dessiner des femmes noires, ils vont raconter leur histoire. Les Nord-Américains a ça. Même si aujourd'hui, on le voit que bah, il y en a beaucoup qui en ont marre un peu qu'on raconte un peu trop l'histoire de l'esclavage, même si c'est très, très important. Les histoires de ghetto, ils aiment pas trop ça non plus. En fait, voilà, je pense que chaque personne où il se trouve représente la femme, que ce soit la femme noire, la femme, on représente simplement sa société. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, je ne représente pas la femme noire américaine, je représente juste une femme noire en général. Que je sois aux États-Unis, que je sois en France, que je sois en Afrique, peu importe, je suis sur la planète, je représente une femme noire. Après, c'est vrai que je n'ai pas une femme africaine, alors qu'aux États-Unis, généralement, ils vont dire, oh, African American. Alors que personnellement, pour moi, c'est pas une African American, c'est une femme noire. Elle peut être au Brésil et se sentir représentée par moi. C'est vraiment la particularité. Et que, comme je disais, en fait, voilà, ça dépend juste de l'endroit où on se trouve et dans le contexte, on a envie de placer l'art, de placer cette femme. C'est tout. Mais moi, je veux pas que la fille que je dessine, elle soit une noire américaine. J'aurais plutôt préféré qu'elle soit plutôt une noire africaine d'origine et qui habite aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai tendance à représenter, puisque en réalité, une noire qui habite en France ou qui habite aux États-Unis, c'est un noir qui a quitté l'Afrique pour aller s'installer dans ces différents endroits, de force ou de gré. Voilà, c'est ça que j'ai envie de représenter en réalité. Et le lieu où je suis ne change rien à ça. Et on voit justement cette approche que vous avez de la femme noire dans votre livre, dont je rappelle le titre, Les Noires parisiennes, sorti aux éditions Fleuve. Donc, dans ce roman, c'est un roman illustré, ça a un format assez particulier. Hein. En général, les romans, ils sont, ils ont un format qu'on connaît. Celui-ci, il a le format un peu d'un album photo, mais il y a une histoire derrière, donc il y a un texte derrière. Et donc, comme je disais, on voit votre façon de voir la femme noire. On le voit dans le livre, hein, notamment avec la protagoniste Zola, qui est congolaise, qui a un atelier, un café littéraire, et elle est styliste. Elle est entourée de copines qui sont différentes femmes noires d'origines diverses. On a des origines sénégalaises, on a des origines d'outre-mer. Voilà, donc c'est un melting pot de femmes noires, chacune avec ses particularités. Mm-hmm. Ça rend le tout très joyeux, très cocasse, mais en même temps aussi très attachant. On suit le parcours de Zola, qui se cherche, on revient à l'identité, hein, qui se cherche, qui veut comprendre qui elle est. Et cette quête est déclenchée par un événement dont je ne dirais pas lequel, en début de livre. Donc, on la voit parcourir différents pays. Elle ne dit pas ouvertement qu'elle est en quête de cette identité, mais on le ressent dans ces différentes péripéties, à travers son travail, à travers ses rencontres. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? C'est une question très classique qu'on pose en général aux auteurs, hein, mais moi, ça m'intéresse vraiment. D'où est partie l'idée et comment vous avez construit le fil de l'histoire? Alors, faut savoir que quand j'ai commencé à écrire Zola, j'étais à New York. En fait. On était en production d'une série que je travaille sur l'Afrique. Donc, arrivé aux États-Unis, j'ai vraiment découvert mon côté, bien sûr, français qui est toujours là, puisque j'arrive là-bas avec un passeport français, mais je découvre surtout mon côté africain. J'ai toujours dit que c'est quand je suis allée au Brésil que quand j'ai découvert à quel point les Noirs brésiliens étaient fiers d'être africains. Et moi, c'est quand je suis allée vivre aux États-Unis que j'ai embrassé mon africanité, la fierté d'être africaine, peut-être parce que c'est un pays qui aime bien classer les gens et que moi, finalement, je ne me retrouvais pas dans la culture noire américaine sur place. Je me retrouvais pas non plus dans la culture française. J'ai une double culture. Donc, à un moment donné, je ne me retrouvais pas que dans ça. Et que, effectivement, peut-être parce que je vivais à Harlem et que je voyais tous ces Africains qui vivaient là. Et voilà, je me suis sentie très africaine. Et peut-être parce qu'en même temps, je travaillais sur un projet sur l'Afrique. Donc, du coup, comme c'est une série, on en parlait beaucoup. On faisait des recherches avec l'Afrique. Et puis, d'un coup, j'avais beaucoup de propositions de travail en Afrique, en fait, à ce moment-là. Même aux États-Unis, mais j'étais plus vraiment intéressée par les demandes qui venaient d'Afrique. C'était le gros besoin, l'envie. Et donc,
qui se passe, c'est qu'en fait, j'étais vraiment au début du livre, je savais pas si je devais parler de moi, mais je suis pas du tout prête à raconter ma vie, non, pas du tout. Et comme je travaille sur plusieurs projets, donc d'écriture et de production, au début, c'est vrai que le livre, quand il commence, il est un peu décrit comme un scénario, en fait. Donc, on décrit les différents personnages comme un peu une série, parce que je trouvais ça intéressant. Du coup, j'ai piqué ça un peu quand on crée des pitchs, en fait. On a tendance à décrire des différents caractères, personnages. Et donc, l'idée, c'était vraiment de raconter l'histoire des Noirs parisiennes, des Noirs à Paris, mais l'Afrique nous appelle à un moment donné. Moi, l'Afrique m'a appelée à ce moment-là, et je me voyais pas raconter qu'une histoire à Paris. Je me voyais pas raconter qu'une histoire à Paris ou une histoire à New York, parce que je travaillais déjà sur un projet d'une fille noire à New York et tout ça. Bon, j'avais pas envie. Et bizarrement, et donc le Covid est arrivé. Et quand le Covid arrive, donc j'avais du mal à rentrer dedans parce que je me cherchais. Et dans ma vie, à un moment donné, il y a eu un appel pour aller travailler en Afrique. Et je me suis dit, je pense que c'est lié, hein. C'était peut-être inconsciemment, mais je sais pas comment j'ai fait pour mettre ça ensemble. C'était vraiment un truc où on a un pied à terre en France, mais aussi on est ouvert sur le reste des pays de la diaspora. L'Afrique s'est imposée à moi. J'ai jamais rêvé d'aller vivre en Afrique, alors que j'étais dans la ville où je voulais vivre, New York, les États-Unis, c'était le truc. J'ai toujours voulu vivre là-bas. Bah, finalement, c'est l'Afrique qui m'appelle, en fait. Donc, du coup, je pense que ce que moi je voulais relater dans ça, c'est que l'Afrique est une option qui est positive. L'Afrique n'est pas que le pays de mes parents, de mes grands-parents. En réalité, l'Afrique a besoin qu'on fasse des choses pour elle. Après, il y en a qui vont dire oui, mais bon, il y a le poids social, ma famille, mes cousins, ils me prennent de l'argent. Je sais tout à fait ce que c'est. Mais moi, ce que j'essaie de dire, en fait, et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, je découvre donc on est en plein confinement, je découvre donc des Africains qui vivent aux États-Unis, nés aux États-Unis, et même des Nord-Américains et d'autres personnes. Donc le Covid arrive, on reste bloqué aux États-Unis donc pendant X temps, et d'un coup on ouvre les frontières et tout le monde part. Et donc tous ces gens qui partent, en fait, vraiment c'était ça. Tous ceux qui partent, ils partent un peu dans différents pays africains. Et il y a quelques-uns qui reviennent en France. Très peu, mais en tout cas, les Noirs partent dans différents pays africains. Et même les Noirs américains, c'est comme si il y avait une grosse porte ouverte et tout le monde s'est précipité. Et moi, il y avait une ouverture pour aller travailler en Afrique du Sud. Et des amis sont partis un peu partout. Et je pense que faut pas qu'on voit l'Afrique comme le dernier espoir. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Là, en fait, l'Afrique, ça doit être un pont, ça doit être quelque chose de naturel, de se dire, bah, j'ai envie d'aller en vacances, bah, j'y vais. Et bah, si t'es sénégalaise, t'as pas envie d'aller au Sénégal, bah, tu peux aller au Cameroun. Parce qu'en fait, je me rends compte que souvent, dans notre imaginaire, on a grandi, par exemple, en disant, bah, nos parents africains, souvent, ils nous disent, faut pas aller au pays, c'est super dangereux, c'est des sorciers, ils vont te manger, ou je sais pas quoi. Nous, en fait, on arrive, quand on vit en Europe, on n'a pas ces idées-là sur l'Afrique. En réalité, on arrive, on est comme des touristes blancs. En fait, on arrive avec nos claquettes, nos t-shirts, nos sacs à dos. Voilà, on arrive dans cet état d'esprit. Donc, on n'a pas spécialement peur de vos histoires, peut-être à dormir debout ou pas. Donc, du coup, je pense que voilà, c'est vraiment ce côté où faut pas. Moi, je voulais dire, ce que je voulais montrer surtout dans ce livre-là, faut pas avoir peur d'aller en Afrique. Et si tu veux pas aller dans ton propre pays, bah moi, j'étais en Tanzanie, dans différents pays africains, et j'ai adoré parce que en même temps je n'ai rien à faire de vos histoires à dormir ça fait peur, ça fait pas peur, et j'ai rencontré sur place des gens qui vivaient là-bas depuis X années, même en Afrique du Sud, des Français qui avaient des bonnes carrières mais qui se sont adaptés. Et donc du coup en fait l'histoire de Zola c'est vraiment pour dire on peut être afro-descendant comme on peut être arabo-descendant, je sais pas si ça se dit, ou judo-descendant, j'en sais rien, ça se dit, mais ces gens-là ont plus de facilité à aller faire du business dans les pays de leurs ancêtres, et nous les Africains en fait on a l'impression qu'il faut qu'on fasse un super plan, ou qu'on soit préparé psychologiquement, spirituellement, mais en même temps, oui, il le faut, mais il faut essayer petit à petit. Il faut commencer petit à petit, dont le premier pas de Zola, qui hésitait énormément. Ça rappelle un peu mon histoire, ça rappelle l'histoire de plein de gens autour de moi. Que tu viennes des Comores, que j'avais une Camerounaise qui disait ah non, moi je n'irai pas au Cameroun, au secours, pas du tout, pourquoi faire, et souvent parce que ses parents lui ont raconté une histoire. Alors au Congo c'est encore pire, on n'y va jamais, c'est les Congolais, il y en a qui sont nés ici, ils parlent lingala, ils mangent du congolais, ils s'habillent, ils ont jamais été, mais ils parlent mieux lingala que moi, c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de dire aux gens, les pousser un petit peu en disant n'ayez pas peur. On peut aller vers l'Afrique, et si vraiment vous avez peur, vous avez trop peur d'aller dans ce pays-là, il y a d'autres pays. Moi, j'aime beaucoup les pays du Sud, la Namibie qui est un joli pays, Botswana, Zimbabwe, j'ai adoré. Enfin bref, tous ces pays du Sud, même la Tanzanie qu'on connaît pas, le Kenya, il y a plein de choses à faire. Mais c'est un peu comme partout, ce que j'ai envie de vraiment dire aux gens. Et c'est pour ça que j'ai insisté, j'ai voulu relater une histoire de l'Afrique qui est positive et non pas négative. C'est-à-dire que quand on arrive en Afrique, on n'a pas le même
même niveau de vie que l'Africain de base. Donc, je dis pas qu'on va vivre comme des rois, mais on peut déjà avoir un niveau de vie un peu supérieur. Donc, on peut déjà, comme arrive un Français blanc qui va mettre ses enfants dans une école française, qui va avoir des aides de l'État. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, oui, c'est ça. L'idée, c'était vraiment de raconter l'histoire de différentes femmes noires et qui sont généralement, c'est des femmes autour de moi qui m'ont inspirée, des histoires que j'ai entendues qui m'ont inspirée, et aussi, surtout, tendre la main à ces gens-là en leur disant, vous parlez tout le temps de l'Afrique et vous êtes africain et on vous le rappelle tous les jours. N'hésitez pas de temps en temps pour aller voir ce qui se passe en Afrique, ressourcez-vous. Quand ça ne fait pas de mal, c'est comme moi, parfois, quand j'arrive en France, je passe toujours par la Normandie parce que ça me ressource, parce que j'arrive, j'ai l'impression d'être chez moi, je connais tout, je suis trop contente. Bah, c'est pareil quand je vais en Afrique, je découvre. Et puis finalement, je tombe très rapidement amoureuse, moi, des endroits. J'ai rarement un endroit où je n'aime pas. Donc c'est tout ça, oui, effectivement. J'ai un peu beaucoup parlé, mais c'est vraiment pour expliquer. Non, mais je trouve ça super intéressant et je voulais lire un petit passage du livre à la page 142 où justement Zola dit un peu ce que vous venez de dire. Elle fait le constat, hein. Elle dit « J'étais finalement comme les autres amnésique, complaisante et hautaine malgré moi, souffrant du syndrome du white savior. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu sais Zola, on est amené à ne pas repartir. Nous sommes chez nous ici à Paris, en France. » J'avais adhéré à cette idée d'une identité française noire. Mais je me rends compte que, pour le reste du monde, je ne suis et ne serai toujours qu'une Africaine avec un vécu parisien. En France, la séparation entre les autochtones et les Français noirs se voit moins qu'ici en Afrique du Sud, mais elle existe bel et bien. Nos parents sont toujours au plus bas de l'échelle de la société, même s'ils travaillent d'arrache-pied, et la majorité des Français noirs habitent dans des zones pauvres, au contraire d'ici. Mais ils sont portés par le rêve blanc, celui de devenir comme le colonisateur, au point de faire abstraction du passé de la main tendue devant eux. Quoi qu'il en soit, pour eux, il vaut mieux vivre dans une zone de non-droit en Europe, dans une cité mal famée, que de repartir en Afrique. Je me rends compte que nous avons fait de l'Afrique une terre de honte indésirable. C'est fou, hein? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oula, c'est vrai que nous sommes les premiers à avoir rendu cette terre indésirable par nos récits, par notre façon de la raconter. Non, on a contribué. On n'est pas les premiers, mais on y a contribué. On m'a envoyé une vidéo, en fait. Et donc, du coup, je l'ai regardée. C'est une jeune femme africaine qui parlait de son morning routine. Et du coup, en fait, et les produits qu'elle présentait, c'était des produits de Garnier. Et du coup, moi, ça m'interpelle toujours. Et je me dis, ah, c'est marrant. C'est marrant parce qu'elle parle de produits Garnier. Donc, elle est en train de montrer aux gens un peu les produits qu'elle utilise, mais pourquoi elle n'a pas utilisé des produits d'une africaine, des produits africains. Et c'est vrai que ça m'a un peu interpellée, ça m'a fait sourire, mais c'est ça. J'ai une copine camerounaise qui me disait, quand elle part au Cameroun, elle préfère acheter le jus d'un blanc, c'est Carrefour ou quoi que ce soit, au lieu d'acheter des jus bio du quartier. Et donc, du coup, c'est tout ça. Et je pense que je l'ai peut-être pas assez précisé dans ce livre. Il y a vraiment plusieurs catégories de noirs. Et les noirs qui sont en Afrique, quand t'as beau leur expliquer, au plus, moi, ils me disent, mais pourquoi tu vas vivre en Afrique? Je leur dis, je veux vivre en Afrique du Sud, peu importe, mais moi, c'est l'Afrique du Sud, mais demain, je peux aller vivre dans un autre pays africain. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je fais les choses comme je le sens. Et que eux, ils sont prêts à quitter l'Afrique et marcher dans le désert, se faire insulter en Afrique du Nord, se faire traiter comme des chiens en Turquie, en Grèce, en Italie. Et au fait, c'est là le plus triste. Et je pense que c'est vraiment un travail d'éducation, et je le dis toujours, c'est aux parents que ce travail revient et à l'État que ce travail revient. Alors au contrario au Sénégal, j'ai cette copine qui m'a envoyé le lien d'un nouveau business qui marchait bien, je sais plus c'était quoi exactement. C'était un jeune Sénégalais qui vendait des jus pressés, un peu comme des smoothies, et du coup apparemment ça a cartonné. Et elle me dit, oh là là, j'ai hâte, c'est génial ce qu'ils font. Et ben voilà, il y a des pays comme ça où ils ont compris que l'économie du pays est plus importante que tout pour aider le pays à avancer et à se relever, plutôt que de faire le fancy avec du jus Carrefour en plus, ou du jus sorti de, c'est même pas du vrai jus, c'est des sirops mélangés avec je ne sais. Des choses qui sortent des laboratoires, de la chimie, tout simplement. Complètement transformées. Donc c'est vraiment ça. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a un travail à faire, et le travail il commence d'abord par nous-mêmes. Moi je dis toujours, c'est comme si demain on vient critiquer ta mère, ta sœur, ta fille devant toi, bah tu vas pas dans ce sens-là. Tu vois, tu vas pas dans ce sens-là. Il faut que tu vas prendre effectivement l'information, tu vas prendre, et puis tu prendras ton frère, ta sœur, ta mère,
ou ton enfant dans un endroit fermé, lui essayer de lui expliquer, bah écoute, si tu as vraiment fait ça, si c'est vraiment comme ça, essaye de changer, et donner des bons conseils, et essayer de faire avancer cette personne si elle se comporte mal. Et bah pour l'Afrique, c'est la même chose. Souvent, en Europe et en France, on se rend compte que quand les gens disent oh là là, les Africains qui meurent de faim, et puis on a d'autres qui disent oui, vous avez raison, on meurt de faim en Afrique et tout ça, et puis les Africains ont tendance vraiment à appuyer dessus en disant ici on mange bien, ici on devient presque blanc, s'éclaircissant la peau, et comme si l'Afrique c'était l'enfer, quoi. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire dans nos mentalités, et qui sera très difficile à faire parce que on a beaucoup de migrants entre guillemets, de nouvelles générations qui arrivent à chaque fois. Il y a des générations qui sont installées là depuis 30 ans, 40 ans, qui sont nées là, et il y a des générations qui arrivent chaque année, et c'est ce travail-là qu'il faut faire avec ces gens-là, et leur dire que parfois vous mieux vivre dignement dans son pays que vivre indignement dans le pays des autres, dormir par terre dans des coins pourris avec des cafards, des rats. Le travail, il est long. Il sera à faire, et je pense qu'il part dès la naissance jusqu'à... il sera à faire tout le temps. Ça, c'est sûr, hein. Moi, je pense que c'est un travail que tout le monde fait à son niveau, à son rythme, à sa façon. C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ce podcast aussi, et le magazine d'ailleurs, de montrer qu'il y a des talents chez nous. Comme vous l'avez dit déjà dans une interview, hein, je pense qu'il n'y a pas que Beyoncé et Rihanna. Non, loin de là. Alors, je voulais savoir aussi, en tant que entrepreneur, comment vous arrivez à concilier cet engagement, parce que ce que vous faites aussi, c'est une forme d'engagement, hein. Comment vous arrivez à concilier cet engagement et votre art, parce que parfois, il y a des gens qui n'osent pas pousser les lignes un peu plus loin de peur de perdre du public. Comment vous voyez ça? Alors, comme je dis, moi, je fais les choses par passion. Et aujourd'hui, je ne ferai pas les choses parce qu'on me demande de les faire. Aujourd'hui, je fais les choses, je sais quel est mon combat, je sais pourquoi je dessine, et voilà. Si je perds des gens, c'est qu'ils n'étaient pas destinés à voir mon travail ou ne sont pas dignes de voir mon travail. Donc, je le dis toujours, souvent, j'essaie de raconter que, par exemple, j'avais un projet sur lequel je travaillais avec une grande chaîne de télé américaine, et ils m'ont proposé de faire un dessin qui rentrait pas du tout dans mes mœurs. Et ça représentait, c'était aussi lié à l'Afrique. Et j'aurais dit, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Et du coup, depuis ce temps, on galère un peu pour faire avancer le script, parce que du coup, ils s'appuient vraiment en disant, oui, mais à Hollywood, si on représente pas ça, ça passera pas. Moi, je dis, si on représente ça pour l'Afrique, moi, je perds tout, quoi. Je perds mon identité, quoi. Après, j'ai pas peur. Si je dois perdre quelque chose, c'est que c'était pas fait pour moi, ou que mon temps était venu. Et voilà, tout simplement. Et vous avez un style très particulier, hein, dans votre dessin. Bon, côté technique, moi, je m'y connais pas du tout, mais je dois avouer que je reconnais vos illustrations quand je les vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une manière particulière de dessiner qui est votre signature. Au départ, je pensais que vous le faisiez sur une toile. Comme ça ressemble à des peintures qu'on a fait sur une toile. Là, je constate que vous le faites à partir d'un ordinateur. Comment on appelle cette technique-là? Parce que vous avez vraiment une technique particulière. Comment on appelle votre style? Oui, en fait, on fait de la peinture sur une tablette. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dessins, types de façons de dessiner sur des tablettes, grâce aux différentes applications on propose ou logiciels. En fait, c'est comme de l'animation. Quand on fait l'animation, on doit dessiner d'abord, on doit rendre informatique, on le met sur l'informatique, et ensuite on doit trouver le moyen de l'animer. Donc, c'est du dessin graphique ou numérique. Comme le bouquin, on appelle ça un roman graphique. Donc, le style que j'ai, pour moi, c'est comme de la peinture. Quand je fais de la peinture, j'ai le même type de crayon, j'ai le même style. L'avantage aujourd'hui, en 2023, du moins dans les années 2000, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait ça, on dessine sur une tablette, on peut effacer rapidement, on peut retourner en arrière facilement, alors que quand on peint normalement, il faut mettre beaucoup de couches pour effacer un dessin, une trace, ou voilà. Donc après, oui. Oui, après, au niveau du style, j'espère bien que chaque artiste a son propre style, et que surtout, le plus important, c'est que pour moi, en tout cas, ça s'engage que moi, c'est que le style évolue. Je pense que, après, parfois, je regarde certains artistes, oui. Je vois qu'ils ont toujours le même type de dessin, mais ça, je pense que c'est des gens qui ont été à l'école et qui ont appris à dessiner à l'école. Et que des artistes autodidactes ou qui n'ont pas spécialement appris à dessiner à l'école, ceux-là, ils sont un peu plus libres, en fait, de faire un peu ce qu'ils veulent. Et moi, en fait, j'aime bien ce côté. C'est pour ça que je suis très contente d'ailleurs de ne pas avoir presque été jusqu'au bout de l'école, parce que j'ai une liberté, en fait, de m'adapter à tous les styles, selon comment je le sens. Si aujourd'hui j'ai envie de faire des dessins un peu plus comme des caractères, comme on appelle ça, des personnages, je le fais. Si j'ai envie de faire des dessins qui racontent une histoire, je le fais. Et puis voilà. Et puis je pense qu'un artiste, en réalité, c'est comme ça que moi je le vois, même quand on étudie l'histoire de l'art, un artiste a plusieurs moments dans sa vie. Il y a des moments où il va peindre que des fleurs, de la nature morte, et un autre moment, il va peindre que, je sais pas, des champs, des personnages, je sais pas, habillés dans des villes. Donc vraiment, ou un peu plus de l'abstrait. Donc pour moi, un artiste n'a pas
un coup de crayon précis, c'est-à-dire qu'on peut le reconnaître son coup de crayon, mais il a plusieurs styles en fait, plusieurs mouvements. Et c'est comme ça. Et puis c'est même pas calculé, c'est que ça vient tout seul en fait, selon l'époque de ta vie. Mm. Alors, il y a une question que je voulais toujours vous poser depuis longtemps. C'est par rapport au dessin. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup la femme noire que vous dessinez à côté d'une fenêtre. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous souhaitez passer comme un message ou c'est un hasard, c'est vraiment un hasard? Parce que moi, chaque fois que j'ai vu une de vos illustrations, la femme était toujours à côté d'une fenêtre, la plupart du temps en tout cas. Je me posais cette question ce matin parce que j'étais en train de regarder quelques dessins, j'étais en train de finir et je me disais, mince, ah oui, la fenêtre, elle revient encore. À un moment donné, il y aura un courant qu'on va appeler la femme noire à la fenêtre. Parce que, non, je pense, parce que je regardais et les seules choses qui m'attirent, je pense que je vois d'où ça vient. Je sais pas, c'est un peu personnel. Et c'est marrant parce que dans toutes les maisons que je choisis depuis New York, en fait, c'est toujours des maisons, je suis attirée par les fenêtres. Mon studio en Afrique du Sud, c'est la fenêtre qui m'a fait choisir ce truc. C'est une belle fenêtre. J'ai dit, je mettrai mon bureau là. J'ai pu me projeter dedans. Je pense que je passe par un moment où, alors, est-ce que c'est lié au confinement? Certainement. Parce que justement, on est resté enfermé longtemps. Il fallait pouvoir voir des belles choses de l'autre côté. Et du coup, je pense que si on regarde, vraiment, si on suit bien, les fenêtres sont venues dans le dessin pendant le confinement ou un petit peu après. Et j'avais vraiment ce besoin, je pense, c'est comme ça que je me fais une étude rapidement de mon travail, une petite analyse. Je pense que les fenêtres sont arrivées. Il y a eu des balcons à un moment donné. Et je pense que les fenêtres, et là, c'est marrant parce que je faisais je tirais la même conclusion. Je me disais, waouh, encore une fenêtre. Donc, dans les prochains dessins, il y aura encore des fenêtres. Et je me disais, ah mince alors. En fait, ces dernières années, on a beaucoup été enfermés. Finalement, je pense que j'ai envie de montrer quelque chose de joli à travers la fenêtre, finalement. Oui, et puis moi, je dis comme j'ai ressenti, moi, quand j'ai vu cette fenêtre qui revenait tout le temps, moi, je l'ai ressenti comme le regard vers un espoir, vers quelque chose de grand, vers un espace ouvert, en tout cas, et qui, comment dire, qui avait des promesses d'espoir, en tout cas. Moi, j'y ai vu de l'espoir, des promesses, l'ouverture. Oui, je pense qu'il y a vraiment un truc où je pense que je me suis sentie enfermée, en fait, vraiment. Je me suis sentie enfermée et j'ai eu besoin de m'échapper. Et je pense que la fenêtre est un échappatoire. C'est pas une porte vers l'espoir, mais une fenêtre vers l'espoir, une fenêtre vers un lendemain meilleur, une fenêtre vers une ouverture au final. Et moi, ça me fait du bien. Je vous cache pas que quand je dessine ces fenêtres, comme je dis, je ne dessine que ce qui me fait du bien. Et j'ai envie de me dire que chez les gens, quand on regarde par la fenêtre, il y a des choses sympas. Et oui, je pense que vraiment, c'est ça. Ces derniers temps, de New York, en passant par l'Afrique du Sud, pour moi, l'intérieur est très important. Et donc, du coup, pouvoir montrer, j'espère que derrière chaque fenêtre, il y a des belles histoires, il y a des choses chaleureuses qui s'y passent. Et du coup, ouais, je pense que j'ai vraiment envie de ce côté, donner de l'espoir en disant que derrière chaque fenêtre, j'espère que il y a des choses sympas qui se passent et de l'autre côté aussi. Super. Ben, on est bientôt arrivé à la fin de notre échange qui est super, super intéressant. Et je suis contente d'avoir perçu un tout petit peu, je l'espère en tout cas, le message que vous passez derrière vos illustrations. Je rappelle le titre du livre et j'invite ceux qui nous écoutent d'aller vraiment l'acheter. Il est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne. Le titre, c'est Les Noires parisiennes et c'est aux éditions Fleuve. Alors, une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune artiste ou un jeune artiste qui fait aussi dans le dessin, mais qui, comme vous, peut-être à un moment, ne savait pas comment s'y prendre, ce qu'il pouvait en faire, quel conseil ce serait? Alors, le conseil que je donne souvent, c'est s'écouter soi, parce qu'on est le mieux placé pour savoir ou la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour soi. Pas écouter les gens extérieurs, et si vous avez ce projet ou cette envie de dessiner ou peu importe, gardez ça pour vous. Parce que quand vous en parlez à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un par rapport à sa propre expérience qui va venir vous décourager, qui va vous dire ah ben non, laisse tomber, ou alors mais ça va pas, puis tes dessins sont pas si géniaux que ça. Et finalement, le dessin, c'est pas la technique qui fait de toi quelqu'un de bon. C'est ce que toi tu mets dans ce dessin. Parce que les gens qui dessinent des personnages, il y en a des milliers. Mais qu'est-ce que toi tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux montrer au monde et qu'est-ce que tu as envie de te montrer à toi finalement? Et moi, je leur dirais, si le dessin est quelque chose de positif dans votre vie, quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous fait du bien, parce qu'on a besoin de moments de bien-être dans ce monde. Faut vraiment travailler dur. Ne faites pas part de ces projets que vous avez aux autres. Parce que simplement, on ne connaît pas le cœur des gens. On peut vous décourager très rapidement, et notamment dans le milieu de l'art. Je pense que la musique, ça peut être la même chose. On peut chanter super bien, et puis on va nous dire ah non, mais laisse tomber, il y a des milliers de chanteuses comme toi, alors que toi-même, tu sais que tu as ce truc en toi qui te pousse à le faire, et cette voix intérieure qui te dit il faut que tu le fasses, et qui te pousse,
Voilà. Et puis finalement, parce qu'on a écouté telle ou telle personne, on se rend compte que on est passé à côté d'un joli projet. Si je n'avais pas abandonné mon CDI en assurance où je gagnais très très bien ma vie, je ne serais pas arrivée où je suis aujourd'hui. Donc je pense que parce que si j'avais écouté certaines copines qui me décourageaient en disant attends mais t'as des enfants, il faut que tu payes tes trucs et tout, voilà tes charges et puis c'est mieux un CDI quand même. Non, je pense qu'il faut s'écouter soi. Le conseil que je donnerais vraiment c'est travailler dur, écoutez votre fort intérieur, écoutez votre instinct et ne vous découragez pas Oui. si vraiment c'est ce que vous avez Merci envie de faire. Nicole Kobi. Je mettrai aussi le lien de votre site internet. Donc, merci beaucoup Nicole. Vraiment, c'était un réel plaisir de vous avoir dans le podcast. Et vous revenez dès que vous avez quelque chose de nouveau sur le feu. Hein? Vous êtes la bienvenue dans ce podcast et c'était un réel plaisir de vous avoir. Vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Le plaisir était partagé. Merci de votre gentillesse, Assel. Merci, merci. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée.